on se retrouve cette fois-ci pour le sujet d'Augustin qui a choisi un sacré dossier. Ouais, ça fait longtemps que je voulais en parler. Il y avait beaucoup de choses à dire sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux, sur les aspects de mobilisation, sur les aspects historiques. Je parle de la réforme des retraites en France, bien sûr, qui secoue l'hexagone. Et franchement, là on fait un enchaînement de sujets qui est d'une légèreté à toute épreuve. Mais en vrai ça va. Ce sera dans son information, mais c'est pas non plus aussi, je vais dire, c'est quand même tragique. C'est quand même tragique. Donc j'ai rien dit. Non, tu as raison, c'est un enchaînement de sujets dans ça. Il y a le chat qui souligne le dossier. Hein. Ouais, il y a le dossier. Mais du coup, bien fait d'attendre au vu de l'actu des derniers jours. Hein? Bien fait d'attendre avant de l'aborder. C'est ça, j'ai bien fait. Vous expliquer, ouais, du coup, on va se focaliser sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Juste avant que tu continues, ouais. Je tiens quand même à souligner le courage des gens ici de choisir des sujets comme ils ont traité aujourd'hui. Voilà, je t'en prie, continue. Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que pour vous, c'est un sacré enchaînement aussi. Oui, c'est un sacré enchaînement. Là, ça fait 1 heure qu'on est en plateau, là. Ça commence à se sentir. Bon, il y a Précision qui dit, ça, on parle encore de radicalité, du coup. Radicalité, oui et non. Bah, enfin, pas dans le sens dans lequel vous l'avez abordé. Ouais. Du coup, la réforme des retraites, on va essayer de l'aborder sur ce qui s'est passé, sous l'angle de ce qui s'est passé ces derniers jours et selon comment la presse l'a couvert. Parce que c'est un peu le but d'une revue de presse. Je vais vous refaire vite fait la chronologie cette dernière semaine. 16 mars, 49.3 appliqué. Motion de censure qui a suivi le 49.3 rejeté à 9 voix près, ce qui fait que le gouvernement aurait pu tomber à 9 voix près sur 550 et quelques, ce qui est vraiment un poil de cheveux, quoi. Et donc, maintenant, on en est à la phase d'examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel qui va devoir dire si le projet de loi est conforme à la Constitution. Voilà, c'est les dernières étapes du cheminement démocratique, comme on entend partout dans les médias de ce projet de loi. Et on va revenir sur justement ce cheminement démocratique, ou plutôt démocratique pour l'interrogation. Vous avez 3 heures. C'est ça. On va commencer par parler d'un sujet que peut-être les Belges ne maîtrisent un peu moins, c'est le 49.3. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est agité comme on un l'entend partout. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aussi qui ne savent pas ce que c'est le 49.3. Du coup, en quoi ça consiste? Si la régie peut envoyer le premier visu que j'aurais demandé, j'attends que ça arrive, mais en gros c'est le 49.3 tel qu'il est inscrit dans la Constitution. Donc voilà, vous l'avez en grand. Et ça c'est tout l'article 49. Et ce qui nous concerne le plus, c'est, du coup le deuxième visu, la régie, c'est le 49 alinéa 3. Ah oui, parce qu'il y a un zoom. C'est ça, il y a un zoom sur le alinéa 3. Et de toute façon, je vais vite fait vous résumer à l'oral. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Okay. Le zoom, Manialine, ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais vous le dire à l'oral. Okay. Le Premier ministre peut, après délibération au Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent et est adoptée selon les règles qui sont élaborées juste avant. Mais en gros, il faut que 1/10 de la Chambre ait déposé ce projet de censure, enfin cette motion de censure, et que la moitié des députés l'ait validé. Okay. Donc, ça va? Engager la responsabilité du gouvernement, c'est dire nier, on va quand même le faire même si vous n'êtes pas d'accord. C'est kill shot, c'est soit ça passe, soit ça casse. En gros, tu mets sur une balance, bah voilà, on s'engage, nous notre place, on la met en jeu, c'est notre place, ou bien soit vous me faites confiance, soit on dégage. Okay. Le risque, il est quand même au final minime pour qu'il y ait la moitié ça dépend. Ça dépend. Et c'est pour ça que le risque est très faible quand tu as une majorité absolue à la Chambre, comme c'est le cas pour le premier mandat de Macron. Mais là, comme il avait une majorité relative, et que les faiseurs de roi à l'Assemblée nationale, donc le parti de droite, les LR, ils ont quand même tendance à être un peu à pinailler un peu sur où est-ce qu'ils accordent leur soutien, où est-ce qu'ils l'accordent pas, à quelles conditions. Il y avait quand même pour le coup un vrai engagement de la part du gouvernement d'Elisabeth Borne, la première ministre. Elle aurait, d'ailleurs, ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est vu, hein, mais 9 voix, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la majorité plus 1, moins 9. C'est bon pour les maths? On est bien. Mais voilà, c'est ça. Et forcément, le 49.3, comme vous avez dit, c'est qui tout double. Et c'est en mode, soit ça passe, et c'est un peu passé au forceps. C'est-à-dire c'est la dernière
dernière étape des délibérations, des négociations. C'est pas exactement le débat démocratique hyper apaisé, on va dire. Là, c'est pas genre le compromis. C'est l'inverse du compromis. C'est un peu en mode soit ça passe, soit je dégage. Et c'est pour ça que c'est un article, quand il est mobilisé, qui est très vivement décrié. C'est constitutionnel, c'est prévu par la loi. Alors on rappelle nous le rabâcher que oui, c'est pas un gouvernement autoritaire qui s'arroge les pleins pouvoirs. C'est ça qui est avancé, c'est que c'est un fonctionnement démocratique. C'est ça. Mais n'empêche que ça squeeze un peu tous les débats. Déjà que le gouvernement avait fait appel à un autre article, le 47.1. Je ne vais pas vous faire toute la Constitution, mais voilà. Le 47.1, il réduit le temps de débat à l'Assemblée nationale. En fait, il passe à 50 jours. C'est la dualité entre est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est bien en fait. C'est ça, on arrive un peu à la grande question qui a secoué toute la presse nationale et internationale ces derniers jours, c'est comment faire accepter la légitimité d'un projet de loi quand on passe au 49.3. Il y a un commentaire intéressant quand même de Précigeuse. C'était ce que j'étais en train de checker. Parce que voilà, moi j'avais quand même l'impression qu'au final il risquait pas si gros que ça, et quand on regarde, seule motion censure qui est passée en 1962. Oui, mais quand tu regardes, majoritairement, le président avait la majorité dans l'histoire de la Ve République. Donc c'est pour ça qu'il y avait peu de risques, mais là ce n'est pas le cas. C'est pour ça que c'était un peu plus... Un peu plus touchy, Parce que quand tu as la majorité absolue, tu peux utiliser le 49.3. D'ailleurs, il y a beaucoup de milices qui l'ont utilisé un nombre de fois incalculable. Rocard, c'est lui qui détient le record. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était 27. 27 en une session parlementaire. Donc c'était en un an, quoi. Et c'était énorme. Et c'est plus possible maintenant. Il y a eu une révision de la Constitution en 2008 qui fait que tu peux utiliser ton 49.3 sur une loi budgétaire, donc sur la sécurité sociale, et sur un autre texte. C'est tout. Le trick, c'est que tu peux utiliser le 49.3 à chaque lecture. Donc chaque fois qu'on débat du même texte, tu peux faire avancer ton 49.3. C'est pour ça qu'on a eu un enchaînement de 10 49.3 en octobre sur le vote de la sécurité sociale. Et parce que c'était le budget aussi. C'est le budget. Mais voilà, c'est assez encadré maintenant. Je reviens juste à la revue de presse, vite qu'on avance, on a encore beaucoup de trucs à dire. Ah attends, j'ai pas eu les commentaires, excusez-moi. Très intéressant quand même. Ouais, c'est d'autant plus scandaleux que c'est un texte qui est largement débattu dans le débat public. Il y a qu'à voir comment ça chauffe dans la rue, exactement. Et c'est un texte qui concerne vraiment l'avenir de tous les Français. C'est ça, parce que c'est un enchaînement en fait. Et c'est ça qui a été quand même, moi je trouve, dans la revue de presse que j'ai faite, qui était assez exhaustive, pas 100%, mais quand même j'ai lu beaucoup et beaucoup de journaux différents. Et très peu, dans l'autre sens, très peu se sont attardés là-dessus, sur la mobilisation, sur le côté très antidémocratique, et beaucoup se sont attardés sur qu'est-ce que ça va faire pour Macron, comment l'exécutif va-t-il en ressortir, etc. Donc je vous ai vite fait prévu les trucs. Dans le coin international, il y a le Spiegel qui s'intéresse à comment Macron va-t-il pouvoir gouverner après. Je vous le montre vite fait à l'écran pour que vous voyez un peu. Voilà, démocratie en miettes, voilà, c'est ça, c'est le Spiegel en Allemagne. Le Monde s'intéressait à est-ce que Elisabeth Borne va rester ou pas. Donc on a aussi un très bel exemple de le 49.3, est-il démocratique ou pas, dans Franc-Tireur, de Enthoven. On a beaucoup dans le coin international aussi l'aspect politico-politique, l'avis de tous les députés, etc. Dans Le Temps en Suisse, on a comment Macron va-t-il faire pour faire passer cette prochaine réforme. On sait qu'il veut faire passer un truc sur le service national universel, sur le service militaire revisité. Die Zeit, Le Guardian et El País se sont tous demandé 4 ans avant l'élection présidentielle si cette réforme des retraites n'allait pas hypothéquer ses chances. Il va pas être élu, mais du coup aller amener Marine Le Pen. C'est-à-dire que ces journaux-là, donc Die Zeit, Le Guardian et El País, se sont dit mais tout de suite, est-ce que Marine Le Pen, c'est pas ça qui va donner sa chance à Marine Le Pen. Donc voilà, dans la presse internationale de ces derniers jours, il y avait très peu de choses sur les mobilisations et la réforme des retraites en elle-même. L'aspect social de tout ça. L'aspect social et l'aspect économique aussi sur le fait que maintenant, il y a certains boulots où tu vas bosser jusqu'à 64 ans et où c'est potentiellement mortel pour toi. Et beaucoup d'articles sur justement cette guéguerre un peu en mode Game of Thrones, politico-politique, est-ce que Borne va rester, comment Macron va-t-il faire, etc. Comme si c'était le cœur du sujet. Je regarde juste, effectivement, ça a pas mal fait réagir dans le chat. Ouais, c'est 28 peut-être pour Rocard, c'est ça. Et là, c'est le 100e. Et c'est ça, un bel anniversaire, effectivement. Nous, c'est notre 10e, c'est le 100e 49.3. On en fait des anniversaires. Non, ne nous compare pas à ça.
Mais du coup, il y a juste Le Monde quand même qui commence son article en parlant des manifestations, mais sous l'angle, la presse étrangère les voit comme une nouvelle révolte à la française, un peu, c'est ça, je n'ai pas parlé, mais ouais, beaucoup en Espagne et en Italie aussi, il y avait ce truc un peu cliché de dire une révolution de plus ou de moins en France, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Donc là, il y a l'intérêt quand même de recentrer un peu le débat. C'est ça. Et pour recentrer le débat, moi je suis allé voir 2 médias que j'aime beaucoup. Donc il y a Mediapart, forcément, qui eux... C'est 15 ans, bon anniversaire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, à 15 ans, si on peut leur faire un peu de pub, Mediapart ne coûte que 15 € pour 1 an d'abonnement pour leurs 15 ans. Et moins si vous êtes salarié précaire et étudiant. Ouais, c'est vraiment un micro-investissement qui vaut la peine. Si vous voulez avoir accès à une information indépendante, francophone, Mediapart ne coûte que 15 € pour 1 an d'abonnement en ce moment. Et qui ose. Ouais. Et là, pour le coup, eux, au lendemain du 49.3, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pas fait une sorte de plaidoyer sur le 49.3 en mode guéguerre politique, mais ils sont allés dans la rue tout de suite parce qu'il y avait une grande manif aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai suivi un peu les chiffres. On a les chiffres 3,5 millions de manifestants en France selon la CGT, 1,1 million selon le ministère de l'Intérieur. Tiens, si tu veux l'actu chaude. Ouais, alors... L'intersyndicale appelle à une 10e journée de mobilisation mardi 28 mars, donc dans 5 jours. Et Mediapart est allé à Paris, dans les rues, et ils sont allés prendre le pouls, ils sont allés demander aux manifestants ce que ça faisait d'enchaîner les mobilisations comme ça. Et ce qui est ressorti, c'est que cette motion de censure qui a échoué de très peu a galvanisé le mouvement social. Ça s'est vu, ça se voit dans les chiffres d'aujourd'hui. Et beaucoup ont parlé de la légitimité de la rue par rapport au vote. C'est une tension qui revient énormément en ce moment. Comme le 49.3 est vu par la plupart du mouvement social comme étant extrêmement antidémocratique, ils se sont dit que c'est eux qui possèdent la légitimité. Ce ne sont plus les institutions électorales ou les institutions figées du vote comme l'Assemblée qui possèdent cette légitimité, mais c'est la rue. Au final, on peut rattacher ça à ce que tu as vu, toi, en faisant ta revue de presse à l'étranger, la fracture qu'il y a vraiment entre les politiques et les citoyens, donc ils sont vraiment sur leur piédestal, et il y a eu plein de manifs, il y a eu vraiment... Enfin, nous aussi, moi j'ai un point de vue belge, et que je voyais ce qui se passait, je me dis wow, c'est assez impressionnant. Nous on se dit bon, nous c'est à 67 ans, c'est ça. On comprend pas trop. Mais donc vraiment cette fracture où on se dit en fait côté politique ils font leur jeu d'échecs entre eux, et ce qui se passe, les droits sociaux des travailleurs, J'avais cru voir que 84% des Français étaient contre cette réforme au final. Alors les chiffres varient en fonction des sondages et qui les commandent et pour qui, en fonction des semaines, mais effectivement ça oscille entre 65 et 85 je crois. J'ai pris un des chiffres. C'est ça, mais effectivement j'ai vu 70%. Donc ça oscille entre ces chiffres-là, en tout cas c'est historique ce niveau d'enthousiasme pour les manifestants, malgré les grèves, malgré les files aux raffineries, malgré les détritus qui s'accumulent dans Paris, les violences, des éboueurs, malgré effectivement la répression extrêmement forte à nouveau de la police. Justement, pour rejoindre ce que disait Aline, j'aime beaucoup les citations. Oui. Et du coup, j'en ai relevé une dans l'article du Monde qui cite Jean Garrigue, qui est un historien et président du comité d'histoire parlementaire et politique, qui dit « Nous sommes à l'acmé d'un phénomène de déconnexion entre les élites politiques et les électeurs, et il y a une opposition de plus en plus forte entre la légitimité institutionnelle et la souveraineté populaire. » Et il continue. Mais cela s'est encore accentué avec l'hyper-présidentialisation de Nicolas Sarkozy et la gouvernance jupitérienne autoritaire d'Emmanuel Macron. Jupitérienne. Mais c'est un commentaire, un qualificatif qui est très souvent utilisé. Ouais, Jupiter. C'est pour ça que l'émission de France Inter s'appelle Par Jupiter. Et ça rejoint ce que Président Just dit, l'histoire de la légitimité ou non de la rue vient d'un propos de Macron qui disait que la rue n'en avait aucune. Donc ça, c'était avant-hier, quand il s'adressait aux parlementaires de sa majorité. Et moi, je me suis farci son interview de 45 minutes. Tu t'es farci vraiment le vocabulaire particulièrement adapté. Hier, c'était l'interview 45 minutes. Ouais. Effectivement, c'est un truc qui martèle la responsabilité qui s'engage et le fait que lui, il est élu, il a son programme et il le fera. Mais c'est vraiment... Je trouve que dans la communication de Macron, cette idée de dire « moi, je suis élu » alors que tout le monde sait quand même qu'il y a beaucoup de gens ont voté pour Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Exactement. Je termine vite fait. Et comment ces gens vont recevoir ce qu'il a dit, comment il les a comparés aux manifestants du Capitole aux États-Unis. Oui, c'est ça. Comment ces gens vont pouvoir se dire, je sais pas, dans 4 ans, dans 5 ans,
maintenant je vais de nouveau aller faire barrage à l'extrême droite alors que je suis considéré comme ça par le président en place. Surtout qu'il avait dit, celui qui entre le tour, je suis désolé, je te coupe un peu, il avait dit en s'adressant au vote de gauche, donc dérivé de la gauche, en disant votre vote m'oblige. Apparemment, il n'a pas obligé longtemps. Hein. Oui, et puis c'est pas parce que tu votes pour une personne, encore moins un président qui est pas, c'est pas un député quoi, que tu vas d'office accepter tout ce qu'il va faire et que tu vas être d'accord avec tout ce qu'il va engager et que tu vas appuyer toutes ces réformes. Et justement, ça amène au dernier article que je suis allé chercher dans un média que j'aime beaucoup qui s'appelle Reporter, qui d'habitude est très axé sur l'écologie, mais là qui a fait une interview assez fournie de Geoffroy Laganéry, qui est un philosophe et sociologue français, et qui s'intéresse beaucoup à la nature des institutions. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'on peut dégager une nature, une essence du vote, une essence de la loi, une essence du politique, etc. Et son argument à Geoffroy Laganéry, c'était de dire que, de toute façon, une loi est injuste, un vote n'est pas juste, un vote c'est quelque chose qui te permet de prendre le pouvoir sur un appareil policier et législatif, et qu'il n'y a pas de légitimité en soi au vote, que cette légitimité doit se rediscuter en permanence, doit se retravailler, doit se refaire du compromis, etc., que le discours est continu, et ça rejoint aussi un autre spécialiste, je crois que c'était aussi Jean Garrigue qui parlait de ça, d'amener de plus en plus la société française vers une démocratie que lui appelle une démocratie continue. C'est-à-dire que la démocratie, selon lui, c'est pas un vote tous les 5 ans. C'est un truc qui est perpétuel, qui se remet en mouvement, qui se renégocie à chaque fois. Et cette espèce d'appel, ou cette espèce de surdité de Macron au mouvement social, c'est un peu l'inverse. En fait. C'est un peu en mode de dire, vous m'avez filé les clés du camion, et ben maintenant laissez-moi conduire. Ouais. Peu importe où je vous amène, si on fonce dans le mur à 180, c'est pas grave, vous m'avez filé les clés du camion. C'est pas ça l'idée. Et c'est pour ça que beaucoup sont en train de se demander s'il n'est pas grand temps de changer la manière dont on vote, la manière dont on choisit, que ce soit nos députés, le mandat qu'on leur confie. Et c'est pas le temps de réformer complètement l'élection présidentielle. Hein. Si je puis me permettre, et j'en ai déjà parlé un peu sur cette chaîne, oui, je suis ici en tout cas, c'est quelque chose qui est porté par les générations les plus jeunes, ce remodèlement de la démocratie, en tout cas en France ou en Belgique ou quoi qu'est-ce, parce que certes, les jeunes votent de moins en moins, parce qu'ils ont vraiment cette perte de sens dans les systèmes actuels, mais ils s'investissent beaucoup plus différemment dans les mouvements militants, dans le bénévolat, dans ce genre de choses, dans la consommation militante. Et donc il y a ce truc de, est-ce qu'il ne faudrait pas remodeler le système tel qu'il est ? Parce qu'on voit qu'en France, et Drip Teis insiste sur la répression dans les rues qui est flippante, on voit qu'il y a une rupture et que ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à descendre dans les rues, à se faire molester, à se faire frapper gratuitement, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre en fait. Ils sont dans un système où ils sont complètement perdus, ils ont compris qu'ils n'auront peut-être plus de planète dans 50 ans, tout est limite trop cher pour qu'on leur achète à manger. Je pense que les jeunes actuellement en France ils ont rien à perdre en fait. C'est pour ça qu'ils descendent de plus en plus. Je vais me permettre de partager un témoignage. J'ai une amie qui habite en France et hier qui m'a envoyé des messages et qui m'a dit mais Margot, en fait, je rentre chez moi tard le soir parce que je travaille jusque cette heure-là, limite dans la nuit. Je suis rentrée chez moi, je me suis fait tirer dessus par des CRS. Elle était toute seule, elle ne manifestait pas, elle rentrait chez elle. Et elle m'a dit, mais voilà, je suis juste, j'en ai marre, je suis désespérée. Quoi. Je peux même plus rentrer chez moi sans. C'est ça. Et ce mouvement, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que. Ce qui peut être inquiétant, c'est que ce mouvement, il vient pas de janvier, il vient pas du projet de la réforme des retraites. On en a discuté ensemble en réunion avant. C'est une colère qui s'accumule. Donc en fonction ou selon la génération à laquelle vous appartenez, vous le faites remonter où vous voulez. Mais effectivement, c'est une colère en France qui est sous-jacente et qui est rampante depuis longtemps, qui s'est manifestée au moment du premier projet de la réforme des retraites en 2019, qui s'est manifestée au moment des Gilets jaunes. Les plus anciens se souviendront des grandes grèves de 95, où le pays était complètement bloqué. Le Monde faisait remonter cette colère sociale à 83, le temps de l'austérité. C'est-à-dire que jouer avec le feu comme ça, et jouer avec la violence policière comme ça, c'est pas ça qui va faire baisser cette intensité. Donc, on peut s'en réjouir du fait que la manifestation ne faiblit pas, mais en attendant, ça va faire de plus en plus de blessés, des blessés de plus en plus graves. Et si on continue à s'inscrire dans ce cycle vicieux de répression violente, il y a moyen qu'on finisse par avoir des morts. Et, il y en a déjà eu. C'est ça, il y en a des morts, il y en a déjà eu. Et c'est une question que Reporter posait à Geoffroy Laganéry. Il demandait
est-ce que vous pensez qu'il faudra des morts en manifestation pour que Macron s'arrête? Et la Gannery répondait que lui, il pensait qu'au contraire, ça allait pas les arrêter, au contraire. Alors, j'allais continuer le truc, mais pour une fois, je me suis laissé prendre par le temps. On est un Ouais. petit peu... Ouais, c'est dommage. Ouais, je suis désolé, mais effectivement, c'est un gros sujet. Oui. C'est pas exclu qu'on en reparle, puisque vous voyez bien que quand on parle réforme de retraite, on parle pas que des retraites, on parle manifestation, on parle légitimité électorale, on parle enjeu de travail, parce qu'on n'a pas encore parlé, ça du fond de la réforme des retraites, mais c'est avant tout une réforme globale de comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui constitue de la valeur. Ça, c'est pas exclu qu'on en reparle, parce que je trouve que les guéguerres politiques, savoir si Borne ou pas garde sa place, on s'en fout. Ouais, c'est pas ça qui doit être au cœur du débat, quoi. On verra ça dans les prochaines semaines. On verra ça dans les prochaines semaines. Ouais. Merci beaucoup, Augustin, Avec d'être plaisir. penché sur ce dossier. Et c'est un plaisir pour moi.